durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la bière, pas la bibine ni la binouse, mais la bière, la vraie, de qualité artisanale et bio. Nous sommes en Meurthe-et-Moselle, à Cézeray, chez et avec le brasseur et créateur de la Chahouette, bière bio de Lorraine, à consommer avec modération, bien sûr. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Laurent Kobler, bonjour. Bonjour. Laurent Kobler, nous sommes ici à la Chahouette, à Cézeray, plus précisément dans la réserve de Malte et de fût. Alors pourquoi cet endroit ? D'abord parce qu'il fait très chaud, nous sommes le lundi 6 août, en pleine canicule. Eh bien, ici, dans votre brasserie artisanale, c'est quand même pratiquement l'endroit le plus frais. Donc on va commencer ici. Et en même temps, c'est assez logique puisque c'est aussi ici que vous entreposez votre malt. Avant de rentrer dans le détail de la présentation de la Chahouette, Laurent Kobler, la bière, c'est quoi ? Eh bien, Eric, la bière, c'est un produit assez extraordinaire. Hein. C'est un produit très... Je confirme, avec modération, bien sûr. Avec modération. C'est un produit qui amène beaucoup de convivialité, qui est très riche, local, qui est un assemblage de matières premières nobles, telles que l'orge, telles que le houblon et telles que l'eau, quoi. Donc, c'est un produit remarquable. Alors, il faut, pour faire de la bière, de l'eau, élément principal, de l'orge maltée, du houblon, parfois des épices, des levures. On va commencer peut-être par le début, de l'eau, Laurent Kobler. En Allemagne, par exemple, la réglementation est très stricte sur la qualité de l'eau. Est-ce que c'est le cas aussi ici en Lorraine ? Alors la réglementation, il n'y a pas de réglementation en fait en France très très stricte. Il faut juste qu'on respecte la potabilité de l'eau. Donc ça, on prend tous les microbrasseurs utilisent l'eau de toute façon de leur propre réseau. Après, effectivement, c'est la bière qui la demande, c'est le processus de fabrication qui demande une certaine exigence sur la qualité de l'eau. Donc la qualité de l'eau, c'est quoi ? C'est tout ce qu'elle contient en différents sels minéraux, c'est sa dureté, c'est son pH, donc l'acidité ou pas. Il faut que au moment où on brasse, il faut en fait que l'eau apporte les éléments nécessaires pour la mise en œuvre je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais tous les processus enzymatiques ont besoin à un moment donné d'un milieu relativement stable et c'est l'eau qui va leur apporter ce milieu-là. Donc il y a deux solutions, ou on peut utiliser des méthodes un peu plus industrielles qui vont permettre de dénaturer un peu l'eau et de la renaturer pour l'amener à l'idéal en fait du process, ou alors comme moi, c'est-à-dire moi je n'adapte pas l'environnement à mon process, mais je m'adapte à mon environnement, c'est-à-dire que j'ai adapté mes recettes et la façon dont je fais la bière à l'eau que j'ai ici. Et on peut dire que sur la Lorraine, c'est pas trop un souci parce que l'histoire nous a montré qu'il y avait énormément de microbrasseries en Lorraine, donc c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a une qualité d'eau qui permet assez facilement de faire de la bière sans tout bouleverser, quoi. Pourvu que ça dure. Il faut donc de l'eau, il faut ensuite de l'orge maltée. L'orge maltée, même question, Laurent Kobler, c'est quoi ? Alors l'orge maltée, on prend la céréale sortie du champ. Donc là, c'est le boulot du malteur. Donc, parce que si on prend un grain d'orge comme ça, je veux dire l'amidon, qui va être la matière première pour le travail du brasseur, l'amidon n'est pas disponible directement comme ça en prenant le grain sorti de la moissonneuse. Donc il va falloir faire croire au grain en fait qu'il est déjà dans le sol et qu'il est en train de démarrer son processus de germination. Donc c'est le boulot du malteur. Alors le malteur, Laurent Kobler, lui, va, comme vous le dites, faire pré-germer le grain, mais surtout pas le laisser germer. Pour quelle raison ? Tout à fait. Il ne faut pas aller jusqu'au moment où le germe va sortir, sinon là on ouvre le grain et il s'éclate. Et donc c'est un risque, après le grain il se dénature très vite. Et en plus, le germe, lui, va commencer à consommer de l'amidon. Donc en fait, quand l'amidon étant du sucre sous une autre forme, quelque part. Oui, c'est un sucre lent, c'est une chaîne en fait de petits sucres, mais qui n'est pas accessible, par exemple, pour les levures directement. C'est pour ça qu'on ne travaille pas directement avec. Si on met de l'amidon dans de l'eau et qu'on met des levures, il ne se passera rien. Les levures ne peuvent pas le manger. Donc effectivement, c'est l'amidon. Et pour revenir au maltage, effectivement, donc là.
Le processus s'arrête au moment, c'est d'abord les radicelles en fait qui vont sortir. Et les radicelles, quand elles font 3 cm, 3 cm et demi, à ce moment-là, le malteur stoppe la germination juste avant que le germe ne sorte. Après, il enlève il la les bloque radicelles. de quelle manière? Eh ben, il la bloque en l'asséchant, en ramenant un taux d'humidité bas, et puis en commençant à le tourailler, c'est-à-dire pour le faire vraiment sécher, le ramener à un niveau d'hygrométrie bas, ce qui va stopper automatiquement le processus, quoi. Et donc nous sommes ici dans cette réserve de malt, ici à la Chahouette, Laurent Kobler. Ce malt va ensuite être mélangé à de l'eau. Oui. Pour récupérer, alors vous me dites si je me trompe, hein, j'ai appris ma leçon, pour récupérer précisément les sucres qui vont ensuite permettre la fermentation. C'est un peu comme le vin, après tout, sauf que dans le vin, le sucre est déjà dans le raisin, et dans la bière, le sucre est dans le grain, mais qu'il faut d'abord malter pour lui faire croire qu'il doit germer, transformer l'amidon ensuite en sucre, et récupérer ce sucre. Oui, c'est exactement ça. Le boulot du brasseur, c'est tout à fait ça. C'est de transformer l'amidon en un sucre fermenticible. Et ben voilà une belle Notre formule. sucre fermenticible, c'est le maltose. Donc, on passe par des étapes de chauffe, en fait, successives. On passe par des paliers. Alors, ça, c'est un petit peu chaque brasseur qui adapte un petit peu son process à la qualité de la bière qu'il souhaite. Et donc, on va avoir un palier, par exemple, à 50 degrés, à 64, à 72, à Ça, c'est le 75. savoir-faire du brasseur. C'est le savoir-faire avec des durées différentes. Tout ça pour enclencher, en fait, 2 processus enzymatiques majeurs. Le travail de l'alpha-amylase et de la bêta-amylase, qui vont commencer à dégrader les chaînes d'amidon. D'abord pour faire des chaînes plus petites. On invite les gens à se remémorer leur cours de biologie. Voilà. Ou même en cherchant fabrication de la bière sur aujourd'hui Internet, on retrouve assez facilement ces notions-là. Et ce processus qui va durer en gros 2 heures va permettre de transformer l'amidon en un sucre fermenticible, donc qui est le maltose. Un maltose, c'est 2 saccharoses. Voilà, on est sur des sucres rapides à ce moment-là, qui sont assimilables par les levures. De l'eau, de l'orge maltée, et j'ai déjà anticipé en parlant du houblon. Beaucoup de gens s'imaginent que la bière c'est le houblon. Le houblon, Laurent Kobler, c'est juste cette amertume spécifique à la bière, mais on peut faire de la bière sans houblon. Alors non, on ne peut pas faire de bière sans houblon parce qu'on n'a pas le droit d'appeler une bière bière s'il n'y a pas de houblon dedans. Dans la législation française. C'est une cervoise. Mais en réalité, oui, on peut faire la bière, mais elle n'a pas le droit de s'appeler bière. Voilà, c'est juste une question d'appellation, mais oui, on peut très bien le faire sans épices. On peut faire. C'est donc aussi une épice, épice que l'on trouve aussi par ailleurs. Et puis les fameuses levures. Alors on ne va pas non plus là rentrer trop dans le détail, Laurent Kobler, mais c'est un élément fondamental dans la fabrication de la bière, les levures. Oui, c'est un élément fondamental. La levure, c'est vraiment ce qui va donner la caractéristique un petit peu à la bière. Et puis la levure, elle est là pour consommer effectivement tous les sucres, les transformer en alcool et puis rejeter le CO2, enfin en CO2. Et elle peut marquer en fonction du type de levure qu'on va utiliser, elle peut marquer plus ou moins la bière, elle peut amener des spécificités. Je dirais après, ça c'est la recette et puis l'envie de chacun en fait, parce qu'il existe une multitude de variétés de levures. Laurent Kobler. Alors évidemment, la Chahouette que vous fabriquez, que vous brassez ici à Cézray en Meurthe-et-Moselle, Laurent Kobler, est une bière bio. Ça signifie donc que tous les ingrédients que l'on retrouve dans la Chahouette sont bio. Et là, je sens déjà que vous allez faire une remarque. Oui, tout est bio, effectivement. Alors, il faut dire que c'est pas très vieux, le bio, les bières bio, tout simplement parce qu'il y a encore 4 ans ou 5 ans, il était très difficile de trouver des filières françaises qui fournissaient du malt bio, des houblons bio. C'était compliqué, il n'y en avait pas beaucoup. Donc on ne prenait pas le risque d'acheter tout en Allemagne ou ailleurs parce qu'on n'avait pas la garantie de pouvoir être livré toute l'année. Donc dès lors où les filières françaises ont commencé à se structurer à ce niveau-là, on est passé effectivement sur des orges bio et ça a permis à un certain nombre de brasseries de se labelliser en bio. Et aujourd'hui, on va aller plus loin. Aujourd'hui, on a une réflexion qui est menée au niveau de notre association, l'Union des brasseurs du Grand Est d'ailleurs, et de la coopérative ProBiolore, donc qui est à Vézelise, qui rassemble donc les producteurs, les agriculteurs bio. Et on va mettre en test dès l'automne, là en fait, des premières bières avec des orges bio lorrains qui seront maltées dans un premier temps en Allemagne pour faire les tests.
Et sans doute plus tard, on l'espère, avec la future micro-malterie du pays de Colombey-les-Belles. Projet ambitieux et très intéressant de territoire où à ce moment-là on pourra même faire malter localement les orges Laurent. Ça veut dire, Laurent Kobler, que la bière, alors évidemment parmi lesquelles la Chahouette, la vôtre, ici à Cézeray, va contribuer à relocaliser finalement la filière brassicole en Lorraine en particulier. Oui. Alors aujourd'hui, relocaliser ou délocaliser, je ne sais pas, on passe de l'industrie, on délocalise l'industrie pour revenir à des circuits beaucoup plus courts. Alors c'est vrai en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle, dans le Grand Est, dans toute la France, et je dirais dans le monde entier, parce que c'est un mouvement quand même qui est global. Ce mouvement-là, effectivement, on a de plus en plus d'entités, de petites microbrasseries qui s'implantent partout. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. Hello, Captain, fais briller tes galons. Et reste bien au chaud quand on gèle sur le pont. Nous, c'est notre peine qui nous coule sur le front. Alors tiens bien les rênes, tu connais la chanson. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. Ça fait une paye qu'on n'a pas touché terre. Et même une paye qu'on se fait des gonzesses en poster. Tant pis pour celle qui se pointera la première. Je lui démonte la passerelle, la cale, la dunette arrière. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. Tout est gravé quelque part sur ma peau. Tellement que j'en ai les bras comme des romans photos. Blessures de guerre, cul de bouteille, coup de couteau. Tant qu'il y aura des comptoirs, on aura des héros. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. 3000 du Cap, c'est les foies, c'est les glandes. Quand t'as le cœur qui dérape et les tripes qui fermentent. J'essaie de penser aux claques, aux filles qui s'impatientent. Pas aux bateaux qui craquent entre deux déferlantes. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. Nous sommes toujours à Cézeray, à la brasserie artisanale La Chahouette, avec son artisan brasseur créateur Laurent Kobler, bien au frais en ce lundi 6 août, parce qu'il fait très très chaud dehors, bien au frais dans cette réserve de Malte. À propos de Malte, Laurent Kobler, si la Lorraine n'en produit plus, pour l'instant en tout cas, d'où viennent-ils ? Alors les maltes aujourd'hui, on va parler essentiellement du malt bio. Les maltes, il y a deux. Donc la filière principale française, aujourd'hui, c'est Soufflet. En fait, c'est des orges qui vont venir du quart nord-est de la France et qui sont maltées à Arcis-sur-Aube. Et après, on a aussi des malteurs historiques qui sont plus près de chez nous. Ce sont les Belges, en fait, paradoxalement, mais ils sont tout près. Et les malteries du château, par exemple, qui fournit des maltes spéciaux. Parce qu'on a les maltes de base, Pilsen, malte blond, qui représentent 90% des maltes
qu'on va retrouver dans la bière. Et après, on a toute une gamme de maltes avec des niveaux de torréfaction et des saveurs différentes. Et là, on travaille aussi bien un petit peu avec Soufflet, et puis on complète avec les gammes Malterie du Château ou d'autres. Alors précisément, ce sont des sacs là en face de moi, Malterie du Château. La couleur, on parle de la couleur de la bière, Laurent Kobler, entre blonde, ambrée et brune, provient précisément de la manière dont cette orge a été, on peut dire torréfiée. Oui, torréfiée, c'est ça. Et d'ailleurs, effectivement, les différences entre les types de bières, ça provient essentiellement effectivement du type de malt qu'on va utiliser. Dans une blonde, on va avoir pratiquement que du Pilsen, donc du malt blond très peu torréfié. Dans de la blanche, on va avoir du malt d'orge et du malt de blé. On va utiliser cette fois le blé. Et puis après, dans les autres, je vais vous montrer, dans les autres types de bières, quand on veut aller décliner, je dirais, de la blonde jusqu'à les stouts ou les bières vraiment très brunes, après on va utiliser des maltes qui sont vraiment torréfiés à des niveaux différents. Alors, là, par exemple, on a un malt chocolat. Vous voyez, il a vraiment une couleur brune légère. Il a aussi l'odeur qui se rapproche finalement assez du café, du fait précisément de cette torréfaction. Oui, c'est ça. Alors, on a des procédés, des processus de fabrication et de torréfaction qui font qu'on peut avoir des orges, des maltes type biscuit, qui donne un petit côté biscuit. Donc là, on a du chocolat, et puis à côté, vous avez du black malt. Le chocolat, évidemment, c'est la couleur. C'est la couleur. Et pas question d'ajouter du chocolat. Ça se fait. J'imagine, tout se fait. Mais des black malt, donc des maltes noirs, on les calibre en EBC, en fait, en couleur, en coloration. Et là, on est sur du 1200 EBC, donc très très foncé. Et alors à la radio, on peut pas s'en rendre compte, mais là, on voit bien que si on met le nez dessus. Oui, même ça. Alors déjà, il est noir, et si on met le nez dessus, là, on a l'impression d'avoir du café. Je vais rapprocher le micro pour que nos auditeurs sentent l'odeur du malt. On a encore des progrès à faire. C'est assez impressionnant. Donc celui-là, Malterie du Château, Laurent Kobler, provient d'où ? En fait, là, c'est à Bellois ou Belleuil, je ne sais plus comment on dit, là où c'est travaillé, en Belgique. Et après, la zone d'approvisionnement des maltes. Alors, parce que vous imaginez bien que des agriculteurs bio qui font de l'orge, c'est un petit peu disséminé partout sur le territoire. C'est-à-dire que les malteries s'approvisionnent sur des réseaux relativement... D'ailleurs, Malterie du Château, on parlait de Probiolore tout à l'heure, vient chercher des orges lorrains donc pour malter à la Malterie du Château. Donc si ça se trouve, je n'ai pas la provenance, moi l'origine, on n'a pas quand on achète le sac, on n'a pas l'origine de la matière première, mais il y a fort à parier que dans ce sac-là, il y a de l'orge lorrain, quoi. Ça rappelle un peu aussi le lait que l'on boit au matin au petit déjeuner, qui finalement a été collecté au Royaume-Uni, transformé en Allemagne, consommé en France. Quand on parle de circuit court, il y a probablement encore des choses à améliorer. Tout à l'heure, on parlait des ingrédients bio, Laurent Kobler. Je m'attendais à ce que vous réagissiez sur l'eau. Oui, l'eau bio. Alors c'est une bonne question parce qu'on nous la pose souvent sur les marchés ou les gens, et en me disant, mais le bio, l'eau, elle n'est pas bio. Dis non, il n'y a pas de certification bio sur l'eau. Pourquoi ? Parce qu'elle respecte des normes de potabilité qui incluent de toute façon toutes les détections aux produits phytosanitaires. Donc il y a des recherches, de toute façon les eaux sont analysées, parce que sinon on n'aurait pas le droit de les boire au robinet, sur tout ce qu'on peut trouver comme produits chimiques dedans. Donc, on pourrait imaginer qu'un jour on fasse la même chose sur les pommes ou les pommes de terre et sur les légumes en général. Peut-être. On va y arriver. Laurent Kobler, on va affronter cette chaleur du 6 août pour aller précisément cette fois-ci dans votre lieu de brassage. On va commencer peut-être par le début. Oui. L'endroit même où se produit justement ce mélange magique du sucre et de l'eau. Tout à fait. On y va. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Voilà, on vient d'arriver dans la salle de brassage. Alors on va essayer de décrire l'espace. Ça ressemble fort à, je ne sais pas, une ancienne étable, une ancienne écurie, un ancien garage, mais il y a très très longtemps, puisque maintenant ça a été bien sûr rénové, du carrelage au sol. Il y a 3 grosses cuves de l'inox, je présume. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, Laurent Kobler ?
Alors à cet endroit-là, c'est vraiment la salle de brassage, donc là où on va transformer ce qu'on expliquait tout à l'heure, l'amidon en un sucre fermenticible. Ce sont des grosses casseroles, quoi, en somme. Ah bah c'est de la cuisine. De toute façon, clairement, faire de la bière, c'est faire de la cuisine. Et donc là, vous avez 3 cuves. Une cuve qu'on appelle cuve d'empâtage et cuve d'ébullition. Elle va faire les 2 étapes en même temps. Vous avez une cuve filtre et une cuve d'eau chaude qui sert à chauffer de l'eau à 80 degrés pour rincer les drèches, en fait. Pour rincer le... Les drèches étant Alors, ce qui reste lorsque les sucres sont passés dans l'eau. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire, une fois qu'on a séparé la phase liquide du solide, on a récupéré notre mou déjà sucré et on rince un coup. C'est ni plus ni moins qu'un système comme une cafetière où on s'amuserait à ramener de l'eau chaude pour extraire tout le café. Et bien là, on lave un peu nos drèches justement pour récupérer le maximum de sucre. Alors, on voit parfois dans les images qui parlent de bière, Laurent Kobler, des espèces de grands alambics avec un tube, de magnifiques cuves en cuivre. C'est également le même processus ici. Alors, par rapport à ce qu'on peut voir dans les musées, par exemple comme le musée à Saint-Nicolas-de-Port, alors évidemment, ça n'a rien à voir avec un alambic. Parce que l'alambic, c'est vraiment pour faire de la gnôle, enfin pour distiller, alors que là, on distille pas du tout, c'est vraiment des cuves de cuisson. Mais elles n'ont pas la même forme, évidemment, nos cuves aujourd'hui, mais c'est exactement le même principe. C'est le même principe. C'est-à-dire, on a besoin, ce qu'on expliquait tout à l'heure, d'avoir des étapes de chauffe avec des durées spécifiques, c'est-à-dire en gros les 2 heures de cuisson, tout va se passer dans cette cuve-là, la cuve d'empâtage. C'est là où le gros de la transformation va se faire, pour transformer l'amidon en un sucre, en maltose. Après, de cette cuve-là, donc ça fait quelque chose qui ressemble à de la soupe de légumes en consistance, parce qu'on a tout le grain dedans. On va le passer dans la cuve filtre, on va laisser déposer le grain, et on va tirer ce qu'on appelle le mou à ce moment-là. On va le tirer pour récupérer que la partie donc liquide, qu'on va renvoyer dans la même cuve. Et là, on va faire l'ébullition. L'ébullition... Deuxième étape. Deuxième étape, ça a 2 objectifs. C'est de stériliser le produit, et c'est là où on va rajouter toutes les épices, en particulier le houblon. Parce que le houblon, lui, pour pouvoir solubiliser la lupuline, qui est la matière amérisante contenue dans la fleur de houblon, il faut qu'elle bout au moins 45 minutes. Donc, on va avoir cette étape d'ébullition qui va durer en gros 1h30. On comprend mieux le rapprochement que vous faisiez, Laurent Kobler, avec la cuisine. À partir de là, à la fin de ce processus, on a uniquement du liquide. Oui, à la fin de ce processus, on a le mou, qu'on appelle le mou, donc un liquide sucré. Et comme il était en ébullition pendant 1h30, donc il est à 100 degrés, à peu près. Et donc là, après, il va falloir le refroidir, parce que si je mets des levures dans quelque chose qui est à 100 degrés, elles ne vont pas aimer. Elles ne vont pas apprécier. Donc là, il va falloir qu'on le refroidisse. Même si c'est bio. Alors, ensuite, prochaine étape, Laurent Kobler, on vous suit ici à la brasserie bio et artisanale de la Chahouette. Alors, on passe devant une embouteilleuse, mais on y reviendra. Oui. C'est pas tout à fait dans l'ordre de fabrication. Voilà, on va d'abord aller voir les fermenteurs. Voilà, donc les fermenteurs, comment... Alors, je vais vous laisser vous confronter à l'exercice radiophonique, Laurent Kobler, de nous décrire précisément ce que sont ces fermenteurs. Un fermenteur, c'est une cuve cylindro-conique. Donc un grand cylindre assez haut, je pense que tout le monde a déjà vu un peu des cuves à vin cylindriques. En fait c'est la même chose, parce que de toute façon c'est à peu près le même type de processus, puisqu'on va faire une fermentation à l'intérieur. Donc cette cuve là, on va envoyer le mou à l'intérieur. Donc moi à chaque fois que je brasse, je fais à peu près 1000 litres. Donc là je vais envoyer 1000 litres de mou, parce que c'est pas de la bière évidemment, c'est un jus sucré pour l'instant, dans le fermenteur. Entre-temps... Vous dites que c'est un jus sucré, c'est un peu, qu'on parlait tout à l'heure des vins, c'est un peu la même chose. On a pressé le vin, on obtient un jus sucré qu'on va faire fermenter. C'est exactement le même processus. Exactement. Là, on est sur les mêmes types de processus et d'étapes, oui. Donc, sauf qu'on disait elle est à 100 degrés, donc entre-temps, moi, le mou est passé dans un échangeur à plaque où le mou rentre à 100 degrés, il doit ressortir à 18 degrés, qui est la température idéale pour lancer la fermentation. Donc ce qui arrive ici, le mou va arriver à 18 degrés dans le fermenteur, et là je vais introduire les levures, tout simplement. Donc là il me faut 40 minutes pour refroidir les 1000 litres. Je mets mes 300 grammes de levure dedans, et après, je dirais pour moi le boulot, je vais aller laver après tout ce qu'il y a. Mais maintenant, c'est les levures qui vont travailler. Pendant 10-12 jours, les levures vont consommer tout le sucre
pour le transformer en alcool et en gaz carbonique. Et c'est ce qui fait ensuite, bien sûr, le plaisir de la bière avec modération, on l'a déjà dit. Un brassin pour vous, Laurent Kobler, c'est 1000 litres. Combien de brassins par an ? On est sur une moyenne d'un brassin par semaine à hauteur de 50 semaines. Donc voilà, 50 brassins, je produis 500 hectos, 50 000 litres à l'année. Oui. Now there are those who like to think we'd be best without the drink. No beer, ale or frothy pints of porter. So let's hypothesize how it would change your lives if everyone were only drinking water. There'd be no public houses, no bars to take our spouses, no party kegs or cans to celebrate, no deliriums or visions, regrettable decisions, no excuses to be coming home too late. So brothers, sisters, it's time to take a stand. You can pry my beer from my cold dead hand. Raise 'em up and drink 'em down. Yeah, raise 'em up and drink 'em down. There'd be no swinging from the rafters, no bleary morning after. We wouldn't challenge strangers to a fight. There'd be no singing around the fire with a drunken boozy choir. We'd all be home and tucked up for the night. We'd have no wake to wake the dead. We couldn't wet the baby's head or toast the bachelor or bride to be. We'd have no cheery pint to sup, watching Ireland lose the cup. We barely need to go and have a pee. So brothers, sisters, it's time to take a stand. You can pry my beer from my cold dead hand. Raise 'em up and drink 'em down. Drink 'em down. Yeah, raise 'em up and drink 'em down. Drink 'em down. Every barmaid, every waiter, both sides of the equator would be out of work and living on the dole. The wealth of every nation depends upon libations. Beer, it seems, is worth its weight in gold. Well, we've assessed the pros and cons, thought of both the rights and wrongs, the hellfire into which we could be hurled. Now get that pint into your face, you can save the human race. You're drinking for the future of the world. So brothers, sisters, it's time to take a stand. You can pry my beer from my cold dead hand. Raise 'em up and drink 'em down. Drink 'em down. Yeah, raise 'em up and drink 'em down. Drink 'em down. Yeah, raise 'em up and drink 'em down. Drink 'em down. Well, you can pry my beer from my cold dead hand. Laurent Kobler, artisan brasseur, créateur de la Chahouette ici à Cézeray, c'est en Meurthe-et-Moselle, à peu près entre Nancy et Pont-à-Mousson, même franchement entre Nancy et Pont-à-Mousson. On a vu comment on fabrique la bière, le brassin, la fermentation. Et tout à l'heure, je disais que normalement, en faisant les choses en ordre, on devrait arriver à cette fameuse embouteilleuse qui est déjà de la haute technologie, hein. On peut être artisan et parfaitement équipé, tout simplement parce qu'elle est entre les deux étapes de façon un peu illogique, parce que tout simplement ici c'est un peu plus haut du plafond. Oui, tout à fait, effectivement. Normalement, on a d'abord la salle de brassage, on enchaîne sur la salle de fermentation ou la zone de fermentation, et après on est sur les zones de conditionnement. Donc moi, je me suis adapté tout simplement, comme je disais tout au début, à mon environnement, et en particulier mes locaux, où il y a des fois, il y a une salle où il n'y a pas beaucoup de hauteur. Donc l'embouteilleuse, je ne pouvais la mettre qu'ici. Donc voilà, on a interverti deux zones. Parce que pour fabriquer 50 000 litres de bière, évidemment, ce sont des bouteilles de 75 centilitres, il faut, et peut-être aussi même des petites bouteilles, il faut donc mettre ça en route. On ne va pas non plus s'étendre sans s'étendre, c'est simplement impressionnant. On peut être artisan, je le disais, et très bien équipé. Ça nécessite aussi des investissements, tout ça, Laurent Kobler.
Ah oui, 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 c'est la microbrasserie, l'agroalimentaire d'une manière générale est quand même un secteur d'activité où il y a de gros investissements. On est sur de l'inox, on est sur du matériel industriel, même si c'est de la petite taille, ça reste du matériel industriel. Et effectivement, ça demande des investissements lourds. Moi, aujourd'hui, je suis à un niveau de 130 000, 140 000 euros d'investissement. Oui. Mhm. Alors, en même temps, Laurent Kobler, ça reste artisanal. Et puis, c'est surtout une aventure extraordinaire qui a commencé en 1998, précisément dans votre cuisine. Ah oui, ça a commencé tout à fait dans la cuisine, un petit peu dans la cuisine au début, puis après ma femme a dit faut pas rester là. Et donc on délocalise. Bon, la maison est grande, hein, donc j'ai vite retapé une pièce pour faire ça. Et oui, c'est une aventure que j'ai commencé, qu'on a commencé, parce que ma femme et Victoire étaient dans l'opération, et puis un ami à moi, un collègue du lycée en fait, Michel Dardenne, et on a commencé tous les deux à brasser. Ça s'appelait pas la Chahouette à l'époque. Hein. On brassait, on n'avait pas de nom. Mais on s'est bien amusé au départ, ouais, c'était très sympa. Et alors, à quel moment ça prend une tournure, là, franchement artisanale, Laurent Kobler? Une tournure artisanale, ça s'est fait petit à petit. C'est-à-dire, au début, je ne pensais pas forcément en faire mon métier. C'était d'abord un loisir, une passion, on s'amuse. Et puis au fil du temps, la demande était là. Donc, il fallait que je produise toujours un petit peu plus. Donc, j'ai commencé petit à petit à réduire mon temps de travail, à augmenter mon temps de travail sur la brasserie, jusqu'au moment, en 2011, où j'ai basculé 100% sur la brasserie. À ce moment-là, j'ai fait des investissements complémentaires un peu plus forts pour avoir une capacité de production qui me permettait de sortir au départ un salaire. Oui, bien sûr, ça en fait partie. Le choix de la Chahouette, du titre La Chahouette, Laurent Kobler, d'abord pourquoi et quand? Et puis le bio, ça a été un choix d'emblée, forcément, pour fabriquer de la bière? Alors, pour répondre à la première question, la Chahouette, c'est le surnom des habitants de Cézeray, en patois lorrain, les Chahouettes. Donc, le nom, c'est mon beau-frère qui s'intéresse fort à l'histoire du village, qui avait retrouvé en fait ce nom-là dans l'histoire de l'église en particulier. Et on s'est dit, tiens, la Chahouette, ça sonne bien, ça fait très lorrain. Alors, j'ai rajouté l'accent circonflexe quand même sur le A. Pour faire Chahouette. Pour faire un peu plus lorrain quand même. Mais voilà. Et la deuxième partie de la question, c'était le choix du bio. Alors, le choix du bio, j'ai eu une formation agricole. Moi, je suis issu aussi de l'enseignement agricole. Et c'est quelque chose qui n'était pas lié forcément à la bière. C'est-à-dire, c'est tout ce qui tourne autour des produits phytosanitaires, de la santé de la terre, du sol, de la santé des hommes et de l'eau, ainsi de suite, l'environnement. C'est-à-dire, pour moi, le bio, c'est d'abord un écosystème écologique large, quoi. C'est pas que le produit en tant que tel. Et voilà, je me suis intéressé très, très tôt à ça. La bière, j'ai pas pu démarrer tout de suite en bio, tout simplement parce que on ne trouvait pas les matières premières facilement, en tout cas pour se labelliser. Et dès lors où ça a été possible, je me suis labellisé en bio, effectivement. Mais c'est d'abord une conviction. Ouais. Aujourd'hui, on dit qu'une brasserie artisanale, une microbrasserie s'ouvre tous les 2 jours en France. Ça veut dire qu'il y a une réelle demande, Laurent Kobler, pour les bières, on va dire, de terroir. Oui, il y a une réelle demande de produits, de bières du terroir, mais pas que d'ailleurs, parce que la bière rentre complètement dans toute cette logique de circuit court, rentre complètement dans cette envie que les consommateurs ont de savoir ce qu'ils mangent, de savoir un peu mieux ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, et puis savoir comment c'est fait, chez qui c'est fait, connaître le producteur. Donc on est complètement dans cette logique-là. Donc la bière, elle bénéficie aussi de cet engouement général sur les circuits courts. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, Laurent Kobler, que la Chahouette et d'autres, à force de succès, finalement, attisent la convoitise des industriels qui, aujourd'hui encore, représentent près de 95% de la production? Vous nous disiez tout à l'heure, en préparant ce reportage, que les volumes n'ont pas disparu. On a toujours consommé autant de bière, mais pas de la même manière. Oui, tout à fait. Voilà, on voit là alors un risque de voir se multiplier un peu trop de microbrasseries. Je ne sais pas, aujourd'hui il y a encore largement de la place, parce que
Justement, on avait évoqué les chiffres là en préparant l'émission. Jusqu'en 2015-2016, on était sur une baisse depuis 30 ans de consommation de bière parce que les produits n'étaient pas qualitatifs, les produits tiraient plutôt vers le bas. Et la microbrasserie a permis de stabiliser ça. Et depuis 2016-2017, on est plutôt sur une nouvelle croissance en termes de consommation de bière. Donc vous voyez, en France, on doit être le, je sais plus, 2e ou 3e ou 4e producteur de bière en Europe. Et en revanche, on doit être l'avant-dernier, 26e ou 27e en termes de consommation. Donc, parce qu'on a d'autres alcools, bien sûr, on a le vin, mais on voit qu'il y a encore, on peut reprogresser aussi bien d'ailleurs la microbrasserie et l'industrie ne s'y est pas trompée. L'industrie sait qu'aujourd'hui, ça attise aussi effectivement les compétitions. Ce risque de détournement et de mainmise, non seulement sur la bière elle-même, mais aussi peut-être sur les matières premières. Alors, effectivement, c'est un risque qu'on essaye de mesurer. Je ne sais pas si on essaye de mesurer, mais en tout cas d'en avoir conscience. En particulier sur les filières bio, on se dit, voilà, demain, un industriel se lancerait sur ces filières-là, on aurait sans doute quelques soucis d'approvisionnement, puisque déjà, l'approvisionnement aujourd'hui est encore un peu tendu sur le bio. Ouais. Mais après, ça a une vertu quand même pour l'industrie, c'est que ça les amène à refaire un peu plus de qualitatif. Et même eux le reconnaissent en disant, ils redécouvrent aussi leur métier, quoi. Surtout qu'ils ont de la marge. En même temps, Laurent Kobler, ça veut dire aussi qu'il y a une réelle demande de matières premières en bio en France, sur la brasserie notamment. Oui. Alors sur la brasserie, d'une manière générale, aujourd'hui, la France, on est quand même loin de pouvoir produire ce qu'on consomme en bio, et puis avec les nouvelles réglementations, justement la nouvelle loi sur l'alimentation en cantine scolaire, alors là il n'y aura pas de bière bien évidemment, ça ne va pas nous toucher, mais avec 20% de produits locaux dont une partie en bio, là la France effectivement a un gros gisement, un gros potentiel, quoi. Laurent Kobler, la Chahouette bière bio artisanale de Lorraine, vous la commercialisez comment et on la trouve où ? Alors on la trouve évidemment à la brasserie ici, et on la trouve à Cézeray, et on la trouve sur une bonne partie des marchés nancéens. Si vous allez sur les marchés, vous regardez la Chahouette, vous trouverez Denis derrière le stand, Denis Désirant, avec sa petite pancarte bière qui roule, parce qu'il s'appelle comme ça, et donc sur les marchés nancéens. Et vous la trouvez aussi en Lorraine, pratiquement dans toutes les boutiques bio, parce que là je suis distribué par Paysans Bio Lorrain, qui est une société coopérative donc, qui distribue les produits bio en Lorraine. Ou alors par des AMAP, les associations pour le maintien. Ou alors tout à fait en vente directe avec les AMAP. Quand on s'est rencontrés, il faisait beau, il faisait chaud. Il faisait ce que tu voulais, il faisait dur, mais tu l'aimais. En toute franchise, je pouvais pas t'en promettre plus. J'espérais qu'une aventure fasse l'affaire. Quand j'ai pu te parler une première fois, c'était clair que mon fusil changeait des mots. Tous les clichés y ont goûté, chacun leur tour. Soudain, je me retrouvais seule avec ma bière. J'espère qu'ils vendent la bière au ciel. J'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère qu'un dépanneur ouvert 24 heures. J'espère qu'ils vendent la bière au ciel. Quand on s'est rencontrés une deuxième fois, c'était clair que mon fusil changeait des mots. J'étais calme, j'étais doux, j'étais bon, j'étais fin, j'étais quand même sobre, j'étais quand même rare, mais malheureusement j'étais tout aussi invisible. Quand j'ai pu te parler une deuxième fois, j'avais décidé de faire une femme de moi. Je t'ai dit que tu me tentais, je t'ai dit que je te désirais. Encore une fois, j'étais seule avec ma bière. J'espère que dans la bière au ciel, j'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère qu'un dépanneur ouvert 24 heures. J'espère qu'ils vendent la bière au ciel. Jamais 203 et nous revoilà. Toi t'as le goût, mais
moi j'ai le hockey. Tu me fais l'œil, mais moi je fais dur. J'aurais jamais dû compter ma dernière bière. Ouais. J'espère qu'ils vendent la bière au ciel. J'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère qu'un dépanneur ouvert 24 heures. J'espère qu'ils vendent la bière au ciel. J'espère qu'ils vendent la bière au ciel. Laurent Kobler, avant de devenir artisan brasseur et de créer la Chahouette, bière bio et locale ici à Cézray, que l'on trouve maintenant un peu partout en Lorraine, vous faisiez quoi? Alors, le gros de ma carrière, moi j'étais formateur au CFA agricole de Toul. CFA pour... Alors, centre de formation des apprentis, mais en agriculture, c'est-à-dire c'est une antenne du lycée agricole de Pixérécourt. Où les formations initiales à Pixérécourt, formation adulte et l'apprentissage donc est à Toul. Et moi je suis rentré au CFA agricole au départ, et puis après, alors je m'occupais de l'informatique. Dans un CFA, on est multitâche aussi, je me suis occupé de beaucoup de choses. Voilà. Mais j'avais une formation, moi, en informatique au départ, un BTS informatique. Informatique bio. Analyste, oui, analyste programmeur bio. Et ensuite, je m'étais reformé à l'agriculture. J'avais refait en adulte un BTA à une époque, un brevet de technicien agricole. Parce que l'agriculture m'a toujours énormément intéressé, quoi. Alors pourquoi ne pas avoir fait ce choix initial de rentrer dans l'agriculture et pourquoi finalement être passé par l'informatique pour revenir finalement à la bière? Quand on n'est pas issu d'une famille d'agriculteurs, c'est pas évident aujourd'hui de s'installer et de trouver une exploitation où il faut s'associer et tout. J'ai pas eu l'opportunité de pouvoir le faire et après en fait je me suis épanoui dans autre chose à travers... J'ai bossé dans un centre de gestion agricole, donc, où là, on côtoyait le milieu agricole et en même temps, je gérais de l'informatique là, au niveau du centre de gestion. Et après, l'opportunité de rentrer au CFA et la partie enseignement, pédagogie m'a beaucoup intéressé, beaucoup plu. Et voilà, j'ai fait 20 ans au lycée. Oui. Est-ce que cette formation et en tout cas cette expérience dans le domaine de la gestion, j'imagine que oui, est nécessaire, aidant en tout cas pour la création d'une entreprise? Oui, toujours. Il y a, je veux dire, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit la passion que l'on a, il y a quand même toujours une part de réalité. Et le volet économique est important, fait partie de cette réalité-là. Il faut pouvoir l'appréhender. Donc avoir quelques bases ou se former en gestion compta, tout simplement, par exemple, va donner des billes pour pouvoir appréhender les choses. Et cette bascule, quitter le monde de l'informatique et de l'enseignement pour devenir brasseur, artisan brasseur, Laurent Kobler, on l'a compris tout à l'heure, c'est plutôt en douceur, mais ça a été un choix compliqué? Non, ça n'a pas été un choix compliqué puisqu'il s'est fait en douceur. Presque naturellement. Presque naturellement. Et puis vous savez qu'au cours de la vie, on a des fois les centres d'intérêt qui bougent un peu, qui se déplacent. Et non, moi je pense que sur une vie professionnelle aujourd'hui, faire 2 ou 3 métiers différents, c'est super quand on peut le faire. Il ne faut pas hésiter. Et moi, j'ai pas hésité, ça s'est fait en douceur et ça s'est fait très bien. Surtout que lorsqu'on connaît la Chahouette, on se dit Laurent Kobler a bien fait de devenir artisan brasseur. Vous ne seriez pas artisan brasseur, Laurent Kobler, vous feriez quoi aujourd'hui? Je serais sans doute artisan, mais peut-être dans l'autre métier. Je serais peut-être dans la boulangerie ou en tout cas, j'avais besoin de revenir sur des choses beaucoup plus concrètes. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Laurent Kobler, quand on est comme vous, artisan brasseur, créateur de la bière La Chahouette, bière biologique et locale ici à Cézray, en Meurthe-et-Moselle, c'est entre Pont-à-Mousson et Nancy, depuis 1998, où ça a commencé dans votre cuisine. Vous êtes plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Alors d'abord coup de cœur. Coup de cœur, moi c'est un petit peu tout ce qui va graviter autour en fait de mon métier, c'est-à-dire c'est toute la notion de circuit court.
le fait que le citoyen se réapproprie un peu sa vie, ce qu'il va manger, ce qu'il va boire, ce qu'il va faire. J'étais encore ce matin, par exemple, avec les jeunes d'Alternativa, donc qui font le tour de France en vélo là, et qui passent dans toutes les régions. Oui, je rappelle que cette émission a été enregistrée le 6 août et que nous sommes en pleine canicule et que c'est la raison pour laquelle nous sommes revenus dans cette réserve de Malte et de fût où il fait vraiment très frais, Laurent Kobler. Voilà, et toutes ces initiatives citoyennes, je trouve, font du bien. Elles sont génératrices d'espoir dans un monde qui est plutôt angoissant. Hein. Quand on écoute les infos, il ne faut pas trop les écouter d'ailleurs. Et donc ça, c'est mon coup de cœur. C'est-à-dire, j'ai envie de pousser ces jeunes-là, de leur dire, écoutez, c'est super ce que vous faites. Nous, on est artisans, on peut vous accompagner. N'hésitez pas à venir nous voir. Et on est 100% derrière vous, quoi, parce que c'est comme ça que le monde, je pense, en tout cas, que le citoyen avancera Pour sereinement. autant, Laurent Kobler, on entend bien votre enthousiasme. Mais est-ce que le risque, ce n'est pas précisément que ça reste une toute petite niche? Vous parliez tout à l'heure de l'industrie brassicole, par exemple. Le jour où ces industries comprennent qu'il y a là un créneau commercial, elles vont s'y engouffrer avec de la puissance que l'on connaît. Est-ce qu'on peut réellement espérer que nos consommateurs, que nos concitoyens, que les consommateurs prennent conscience de l'importance des circuits courts? Un chiffre, par exemple, qui n'a rien à voir, mais qui donne quand même la mesure ou la démesure de l'inconscience de nos concitoyens. 1/3 des Français reconnaissent jeter leurs déchets par les fenêtres sur les autoroutes. Alors, je ne sais pas si vous faites le lien entre votre propos et le mien que je viens d'avoir là, mais il y a quand même encore énormément de choses à faire. Est-ce qu'on peut imaginer que les circuits courts quittent leur aspect marginal pour devenir majoritaires? Il faut l'espérer, de toute façon. Et il faut toujours quand même un lien, parce qu'on a toujours tendance à se reposer un peu trop sur les politiques en disant les politiques, ça va pas assez vite, ils font pas des efforts, ils font pas ci, ils font pas ça. Les politiques, ils ont des contraintes qu'on n'imagine même pas. En revanche, ils ont besoin des citoyens. Les citoyens, il faut qu'on soit non pas là à taper sur le politique, mais à lui dire, à lui faire remonter nos informations, à lui dire voilà ce qu'on veut, voilà ce que... faire entendre la parole de chacun, et le politique, ça lui donnera des billes pour avancer un peu plus vite et un peu plus loin. À condition qu'il entende. Il peut entendre. On a des élus locaux, je veux dire. Ce matin, il y avait notre député. Il y a des sénateurs, des députés. On a des élus locaux de terrain. Il ne faut pas hésiter à les interpeller. Il faut dire que vous avez un produit, Laurent Kobler, avec la charrette, évidemment, qui est un argument, y compris peut-être surtout pour les élus. Vous parlez de politique, Laurent Kobler. Jamais été tenté précisément de passer le pas et de s'engager en politique, finalement, de quitter cette dimension citoyenne et d'aller... j'allais dire presque de l'autre côté de la barrière ou peut-être du plafond de verre pour vous engager vous-même en politique. Vous l'êtes peut-être d'ailleurs déjà. Je l'ai été, en fait. Donc c'est pour ça que j'en parle assez sereinement. C'est-à-dire j'ai été moi élu dans le village, un mandat de deuxième adjoint, un mandat de premier adjoint. Et surtout j'ai fait 2 mandats donc comme vice-président de la communauté de communes du bassin de Pompée, en charge de l'environnement, en charge de la petite enfance. 2 mandats. Et c'est pour ça que j'aime pas trop taper sur les élus, parce que je l'ai été. Je sais que la tâche est pas facile du tout, que vu du citoyen, des fois on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je parle toujours d'un accompagnement. C'est-à-dire l'élu, il a besoin du terrain, du citoyen, et le citoyen, de toute façon, a aussi besoin de l'élu. Et il y a du dialogue, c'est possible. Faut pas croire qu'on est coupé. On regarde toujours Paris, effectivement, peut-être encore plus maintenant. Mais non, il y a les élus de terrain, et on peut faire bouger les choses. Et le citoyen a le moyen en France de s'exprimer. Je veux dire, faut pas l'oublier non plus, quoi. On est encore dans une vraie démocratie. Imparfaite, dit-on, si on suit bien les indices mondiaux. Ça, c'était votre coup de cœur, Laurent Kobler, votre coup de gueule. Alors, mon coup de gueule, moi, il est... Alors, on va revenir au bio cette fois, et c'est ce qu'on va arriver qui risque un petit peu de perturber la lecture du consommateur. C'est un peu tout ce bio low cost, en fait. Tout ce que vous l'avez dit, de toute façon, on voit que les supermarchés, les grosses entités, les gens qui font du business, ils feront toujours du business. Ils voient qu'il y a quelque chose à faire avec le bio, ils vont faire du business avec le bio. Ce sont les cyniques. Laurent Kobler, bio low cost, ça veut dire le bio le plus bon marché possible. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, comme on ne trouve pas aujourd'hui suffisamment de producteurs et de produits aboutis en France en bio,
La demande est là, donc voilà, les importateurs, enfin les supermarchés ou autres, enfin la GMS ou je sais pas qui, vont aller chercher leurs produits bio ailleurs. Et alors même si on peut avoir des fois des doutes sur la certification, des choses comme ça, c'est pas trop là-dessus en fait que j'attaquerai, c'est plus sur la logique qui est la même que sur du produit non bio. C'est-à-dire ils vont toujours chercher à avoir le produit le moins cher possible. Donc, et au final, ça sera toujours le pauvre producteur à l'autre bout qui, lui, ne sera pas plus payé parce qu'il est en bio ou en conventionnel. Quelle réponse on peut apporter à cela, ou en tout cas, quel conseil on peut donner, Laurent Kobler, pour éviter précisément cette récupération du bio par l'industrie agroalimentaire ? Le conseil, en fait, la clé, elle est dans la main des citoyens. C'est-à-dire qu'il faut regarder les produits, il faut regarder le bio, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut regarder d'où ça vient le bio, Est-ce que c'est pas comment aussi il est fait. Une réponse des producteurs eux-mêmes, peut-être en faisant évoluer leur cahier des charges, en incluant par exemple des clauses sociétales dans le cahier des charges ? Oui, il y a des labels, Nature et Progrès par exemple, qui vont plus loin que l'AB, oui, qui intègrent des notions comme ça, effectivement. Mais après, le risque de ça, c'est qu'on a une multiplication de labels. Aujourd'hui, certains disent l'AB il va pas assez loin, n'empêche que le plus lisible c'est l'AB quoi. Donc préservons déjà l'AB pour l'agriculture biologique. On peut le faire évoluer. Il faut surtout pas, en revanche, avoir des dérogations, des choses comme ça. Il va falloir un AB encore plus fort. Et on peut aller plus loin sur le label AB, effectivement. Mais je dis, il y a deux choses qui sont importantes pour le citoyen quand on discute avec eux sur les marchés. Le local et le bio. Et aujourd'hui, le consommateur, il met d'abord le local en premier. Et il a raison. Le local, c'est d'abord essentiel. Même si le producteur, il n'est pas aujourd'hui en bio, c'est pas grave. On consomme local, on sait ce qu'on mange. Et de toute façon, le bio, c'est une déclinaison. Au bout d'un moment, celui qui fait du local, il a envie d'être fier de son produit. Il a envie de faire encore mieux. Et le bio, c'est une étape supplémentaire. Donc, commençons local. Pas de souci, je suis à 200% pour le local. Et le bio, il suivra derrière. Merci Laurent Kobler. Merci à vous. Voilà pour ce reportage. Je rappelle que Laurent Kobler est le brasseur et créateur de la Chahouette, bière bio de Lorraine. Pour en savoir plus, connaître les créneaux d'ouverture de la brasserie et les points de vente, rendez-vous sur chahouette.blogspot.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre du Rhum des femmes par le groupe lorientais Soldat Louis, paru sur son premier album Première Bordée, sorti en 1988. The Beer Song par le groupe californien Gaelic Storm, paru sur l'album Go Climb a Tree, sorti en 2017. Et enfin, De la bière au ciel par la québécoise Caro Laurando, paru sur l'album Saint-Tite, sorti en 2013. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.